Bonsoir. Épître du président du FPI au président de la République française. Cela pourrait bien être le titre du tout nouveau chapitre de la vie politique ivoirienne, ouvert aujourd'hui par Pascal Affi-N'Guessan avant la prochaine rencontre entre Emmanuel Macron et Alassane Ouattara prévue pour demain. L'ex-premier ministre ivoirien a adressé une correspondance au président français pour lui exposer sa vision de la situation socio-politique ivoirienne. Et en parlant de la scène politique locale, nous recevons aujourd'hui l'un de ses animateurs. Il est le ministre de l'Agriculture et du développement rural. Il est également porte-parole principal du RHDP. Kobina Kwasi Adjoumani sera avec nous tout à l'heure sur le plateau. Et comme tous les mercredis, nos échanges vont se poursuivre sur le canapé de l'After Talk avec Israël Guébo qui nous rejoint en cours d'émission. Débat, analyse, décryptage, l'actualité comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Notez, téléspectateurs, que nous sommes très heureux d'être en votre compagnie et de vous savoir fidèles et nombreux chaque soir, en tout cas du lundi au jeudi, devant vos écrans pour notre rendez-vous avec ma The Team autour de moi et autour de cette table. Serge Kouachi, bonsoir. Bonsoir Brice. Ça se passe bien? Super bien. Ryan Assi. Bonsoir Brice et bonsoir à tous. Edith Bourbleu en marron. Bonsoir Brice. Toute la saison, je suis là-dessus. Je sais que tu apprécies mes couleurs. J'apprécie vraiment. Et retour de notre Shine Shine, on vous l'avait promis, ce retour-là pour aujourd'hui, avec une seule main. Pour l'instant. Pour l'instant, Sophie Aïda, bonsoir. Bonsoir Brice. Ça se passe bien? Très bien, Content de merci. vous retrouver. Très joli collier. Très joli Merci. collier. Très. Content d'être parmi vous. Il est shining ce collier, il est vraiment shining. oui. Vraiment shining. On va démarrer notre marathon avec un tour de l'actualité nationale et internationale, et c'est dans le Live Actu. Edith Bourbleu, Pascal Affi-N'Guessan a écrit au président Emmanuel Macron à l'approche de sa rencontre, la rencontre du président Ouattara donc, avec son homologue français. Qu'a-t-il dit en substance dans ce courrier? On va déjà dire que le président Macron est énormément sollicité ces derniers temps par des hommes politiques ivoiriens. Et dans une lettre que le président Pascal Affi-N'Guessan lui a adressée, juste avant en tout cas sa rencontre avec le président Alassane Ouattara le jeudi 3 août. Dans cette lettre, il a invité le président Emmanuel Macron à ne pas soutenir le président ivoirien dans sa candidature pour la présidentielle 2020, qu'il qualifie, je cite, de forfaiture et d'imposture démocratique. Le président du FPI accuse dans cette même lettre le président Alassane Ouattara de ne pas respecter sa parole donnée lors du congrès, devant le congrès le 5 mars 2020. Et il l'a également qualifié de cette décision d'historique et qu'il ne respectait pas en tout cas la parole donnée à ce moment donné. Et il ne faut pas oublier que le président Emmanuel Macron, juste après cette déclaration, s'était exprimé sur son compte Twitter pour saluer en tout cas la décision du président Alassane Ouattara. Et le président Affi-N'Guessan a continué en signifiant que cette candidature du président Alassane Ouattara était source de conflit et représentait l'attisement des contradictions, l'exacerbation des rancœurs et la menace de nouveaux affrontements entre les enfants de Côte d'Ivoire. Il évoque également en griffe le vrai visage d'autoritarisme et d'exclusion, évoquant également le défaut de délivrance du passeport du président Laurent Gbagbo et de sa radiation de la liste électorale ainsi que celle de Charles Blé Goudé. Quand vous parlez d'autoritarisme, ce sont les termes de... Ce sont les termes du président Affi-N'Guessan. Pas la peine de mettre les griffes, voilà. De toute façon c'est ses termes à lui. Ce sont ses termes à lui. Il a précisé le vrai visage d'autoritarisme et d'exclusion en faisant référence au défaut de délivrance du passeport de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Il faut noter que c'est la deuxième personnalité à officiellement écrire au président Macron pour l'interpeller sur la situation actuelle. On va dire la troisième. La troisième. Parce qu'il a été déjà interpellé, le président Macron a déjà été interpellé le mercredi 26 août par Soro Guom, par une lettre ouverte dans le média français JDD, dans laquelle il exposait les mêmes griefs que le président Affi-N'Guessan. Et on a eu également le cas du président Bédier, qui, dans une interview diffusée dans Le Monde le 31 août, déclarait ne pas aussi avoir informé par écrit le président Macron
de ces mêmes griefs. Bon, alors, Moi, je trouve ça quand même assez formidable, la politique, très franchement, parce que dépendamment du camp dans lequel on se situe, que ce soit l'opposition ou le pouvoir en place, on est pro-France ou alors pas du tout. Quand ça nous arrange, Allez, quand ça peut-être. nous arrange, on va demander l'avis du grand frère ou on va dire grand frère, s'il te plaît, tu peux intervenir. Quand ça ne nous arrange pas, on parle d'ingérence. À un moment, il faut savoir où est-ce qu'on se Et situe. de recherche de souveraineté. Très franchement. d'accord. Donc, Soit on règle nos problèmes tout seul, donc on est assez grand, soit on est toujours sous tutelle et on arrête de fêter l'indépendance. Bon, la question que je vous pose, c'est est-ce que Emmanuel Macron a répondu à... non, il ne s'est pas encore exprimé jusqu'alors. Je constate en tout cas pour certains hommes politiques ivoiriens, comme par exemple Soro Guillaume, qu'il tague régulièrement, en tout cas son compte Twitter tague régulièrement le président Macron Et lui, il lorsqu'il répond pas. s'exprime. Mais Il lui on a- répond pas. il le laisse en vue. Alors lui, par Il le contre, laisse en vue pour l'instant. déjà, il faut savoir que c'est le président des Français. Absolument. À la base, donc il doit en principe s'occuper que des problèmes de la France. Et là, actuellement, il les occupe avec États-Unis le ont envoyé un problème libanais courrier en ce ici moment, concernant ça, les oui, élections oui. en Côte d'Ivoire. Autour de ces tables, on en a débattu et on trouvait avec qu'il y avait beaucoup trop d'ironie et que, allez, on est souverain et on devrait pouvoir gérer nos problèmes tout seul. Sauf qu'on s'est bien rendu compte que c'est eux qui finançaient une bonne partie des élections. Ok, il n'y a pas de problème. Mais à un moment, le président Macron, moi je me rappelle très bien de sa déclaration lorsqu'il disait justement, quand le président Ouattara, candidat donc à cette élection, avait annoncé qu'il ne se représentait pas. Là, le président français avait fait une belle sortie pour critiquer ou pour commenter ce tact. Il avait déclaré cette qu'il trouvait décision d'historique d'un homme historique. de parole d'honneur. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, effectivement, tous Vous les avez yeux qualifié sont cette rivés sortie- vers la Vous avez France. qualifié cette sortie de belle, pourquoi? Alors, non, j'ai pas dit belle, je dis qu'il a fait une sortie, en tout cas, dans laquelle il s'exprimait Il avait dit haut et fort. Bon, ouais. En tout cas, c'était pour exprimer le fait que le monsieur s'exprime haut et fort sur la situation d'un pays. Et ça encore, je veux dire, tout le monde peut donner son avis sur la situation d'un pays, surtout quand ça va dans le sens que l'on De la souhaite, en tout cas, de démocratie. l'apaisement et de la démocratie, parce que c'est ça qu'on est censé tous protéger et tous faire. Alors aujourd'hui, justement, qu'il y a revirement de situation, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il met autant de temps À se avant de se prononcer. prononcer. Très En tout cas, franchement. je pense que les Ivoiriens, de leur petite position, en regardant à chaque fois ces hommes politiques demander l'assentiment ou en tout cas la position du président français Emmanuel Macron, ne doivent certainement pas avoir une bonne image, en tout cas, à l'heure actuelle de ces hommes politiques. Je pense De toute façon, qu'il ne se prononce pas simplement. Enfin, la première fois quand il s'est prononcé lors de l'annonce du président Ouattara, c'était spontané. Il n'y a pas eu de demande, il n'y a pas là, en ce moment, ce serait de l'ingérence, moi, à mon avis. Non, c'est une demande, mais il a besoin certainement. De toute façon, ils doivent se rencontrer normalement demain. Demain, oui, exactement. Peut-être que toutes ces interpellations-là trouveront écho auprès de lui lors de l'entretien qu'il aura avec le président Ouattara. Et il serait censé faire quoi en fait Non, mais c'est après ça, ces en fait. entretiens-là? Est-ce que c'est lui qui doit décider de ce qui C'est se passe ça, en Côte c'est- d'Ivoire? Non, il a Finalement, peut-être- non. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est moi qui ai raté un cours, en fait, peut-être dans la L'opposition politique. s'attend peut-être que Enfin, de la même l'opposition, façon dont il avait fait Soro une Guillaume sortie et pour Pascal dire Affinguessan. qu'il saluait justement Derrière ce comme geste opposition. démocratique, qu'il fasse une sortie également pour dire voilà, je saluais ce geste démocratique, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Ce serait Tout censé. simplement. Oui, mais Ce serait bon, censé il n'y a pas parce que d'obligation. Et puis, bon. je pense pas qu'il y en ait besoin de l'interpeller à chaque fois, quoi. Ça tomberait ça devrait tomber sous le sens, en tout cas, qu'aujourd'hui, il fasse une sortie pour dire, bon, bah, écoutez, en tout cas, s'il ne se dédie pas également, j'avais apprécié en son temps parce que je trouvais ça démocratique. Donc, si vous faites le contraire aujourd'hui, c'est que je ne trouve pas ça très démocratique. Bon, s'il le dit, allons-y dans la possibilité qu'il le dise. Qu'est-ce que ça change? Qu'Emmanuel Macron Justement, dit. Très franchement, Il faut qu'on apprenne à régler nos problèmes entre nous. Voilà. Laissez-le gérer C'est le plus son important. pays. il gère son pays, c'est le président des Il y a Français. il y a des problèmes en ce moment, hein. Il y a des casses, il y a les masques qui reviennent, il y a des Français qui ne veulent pas porter les masques. Ils ont beaucoup de problèmes. Laissez-les gérer leurs problèmes. Nous, on gère nos problèmes. Parlons-nous, Bon, peut-être que les écrivons-nous. gens se disent, comme ils ont commencé déjà à parler un peu dans notre affaire, donc continuez les Français, Emmanuel Mais- Macron mais en donc, l'occurrence dans ces continue conditions, à donner ton avis. Mais ne vous plaignez pas après quand ils continueront à parler dans nos affaires. Exactement. Ok, ben on se serait bien étalé sur cette question-là, mais bon, on va. je On pense, attend la déclaration attendre de ce jeudi 3 La août, déclaration, et on la pourra rencontre de dire. ce jeudi entre Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. Sur un autre plan, en compagnie de Ryan Assi, on a envie de dire que le Conseil constitutionnel, lui, fait sa rentrée avec ses nouveaux membres. Alors, ces 3 nouveaux membres qui ont pris du service justement et qui ont prêté serment hier au siège justement du Conseil constitutionnel et ils se sont engagés à fidèlement remplir leurs fonctions, de l'exercer en toute indépendance et en toute
l'impartialité dans le respect de la Constitution, à aussi garder le secret des délibérations et des votes, même après cessation de leurs fonctions, parce qu'il faut rappeler qu'ils feront partie justement de ces personnes-là qui vont délibérer des candidatures qui ont été déposées à la CEI. Rappelons que la CEI a 72 heures pour les transmettre au Conseil constitutionnel. Et puis, ils ne devront donner aucune consultation à titre privé sur des questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel. Alors, au grand bonheur d'Edith, je tenais quand même à noter que c'est 2 femmes, parmi ces 3 membres, donc un seul homme, c'est à saluer. Alors, on retiendra les noms de Assata Koné, épouse Siloué, enseignant-chercheur en droit. On a la magistrate hors hiérarchie Rosalie Kwame Kando, épouse Zalo, et puis Mamadou Samassi, qui est avocat. Alors ces 3 nouveaux membres ont été nommés par le président Alassane Ouattara pour une durée de 6 ans, et ils viennent remplacer justement les 3 membres sortants qui avaient aussi, eux, effectué leur mandat de 6 ans et qui ont fini leur service le 31 août dernier. Car beaucoup de responsabilités reposent sur leurs épaules. Ils sont attendus des populations ivoiriennes, mais en particulier des hommes politiques ivoiriens, en tout cas les candidats à l'élection présidentielle, surtout ces femmes. Donc, je rassocie cette situation-là à celle des tirs au but. On vous désigne là pour les tirs au but, tout le monde vous regarde. J'imagine la pression en tout cas. Absolument, d'une certaine façon. Mais bon, je crois qu'on a affaire à des professionnels, des juristes. Ils feront leur travail, ils sont censés garder l'impartialité. Avec beaucoup d'impartialité. Ça ne peut pas mieux tomber, je pense, comme période. Le mandat de 6 ans qui se termine pour les autres et celui-ci qui se renouvelle, très franchement, ça ne pouvait pas mieux tomber. Bon timing, vous direz. On va dire ça. Au Mali, on s'organise pour la gestion de la transition. On en parle avec vous, Sophie Aïda. Exactement, Brice. Alors, depuis le coup d'État qui est survenu il y a 15 jours de l'armée malienne, la junte, les politiques, la société civile cherchent une voie pour le pays, que ce soit pour la durée de la transition, si elle sera dirigée par un civil ou par un gradé, le rétablissement de l'Assemblée nationale. Bref, il y a de nombreuses interrogations qui subsistent. Mais depuis ce matin, il y a de l'évolution, notamment au niveau des journées de concertation nationale sur la gestion de la crise au Mali, qui auront finalement lieu le 5 et 6 septembre prochain, sous la haute présidence du colonel Assimi Goïta, le président du CNSP, Comité national pour le salut du peuple. Donc sont conviés à ces rencontres les partis de majorité, évidemment, l'opposition, les organisations de la société civile, le M5 RFP, les groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger, les organisations syndicales et bien sûr la presse. Alors, les objectifs de ces rencontres sont de convenir de la feuille de route de la transition, de définir l'architecture des organes et les organes de la transition, et ainsi que contribuer à l'élaboration de la charte de cette dite transition. Alors, on peut noter aussi que depuis hier matin, le 1er septembre, la junte a reçu les groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger de 2015, à savoir les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad, qui ont confirmé leur disponibilité pour s'impliquer justement dans le processus de cette transition à venir. Et puis la junte qui commence à prendre ses marques et à s'installer a également procédé ce matin à une série de nominations décidées par son commandant militaire, donc parmi lesquelles ont été nommés des civils, notamment Cheikh Oumar Traoré en tant que conseiller spécial du chef de la junte chargé de l'information et de la communication, le docteur Youssouf Koulibaly, conseiller spécial du chef de la junte chargé des affaires juridiques, et au niveau des militaires, c'est le général Souleymane Doucouré, l'ancien patron de l'actuel porte-parole de la junte qui devient secrétaire général du ministère de la Défense, et puis le général Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Alors, pendant ce temps, pendant que tout ceci se passe du côté de la junte, il faut savoir que l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta est à l'hôpital. Donc depuis hier soir, il a été admis à l'hôpital pour une série d'examens, notamment des radios, et il devait être de retour chez lui ce soir, enfin ce jour. On n'a pas vraiment d'informations sur sa situation, on ne sait pas s'il est rentré, mais une source proche de la clinique dans laquelle il a été admis a cité qu'à 75 ans, IBK n'aurait pas la grande forme. Il pourrait finalement nécessiter une hospitalisation de plusieurs jours et des soins plus appropriés par rapport à la condition, ce qu'il dit qu'il a. Il s'agirait d'un accident ischémique transitoire, donc une sorte d'AVC, donc a confié cette source. Et puis il a ajouté que c'est une alerte, mais pour le moment, il récupère plutôt bien.
En tous les cas, la junte avait exprimé en tout cas son ouverture pour que le président puisse bénéficier, l'ancien président puisse bénéficier de soins. Voilà. En tout cas, on retient que les choses bougent. Il y a eu des souhaits, des recommandations de la part de l'Union européenne, de la part de la CEDEAO. Je crois que les choses sont en train de se mettre en place pour qu'une transition, on l'espère, civile. La moins longue. Tout le monde. Mais ces images-là me fendent le cœur. Moi, je suis toujours triste quand je vois des militaires monter au créneau à ce niveau-là, à cette échelle-là. C'est vraiment pas l'idéal. 10 ans en arrière pour un pays, surtout un pays comme le Mali. Ouais. En plus, aujourd'hui, on ne devrait pas arriver à ça. On ne devrait pas arriver à ça. Aujourd'hui, normalement, ce mercredi 2 septembre, le Mali devrait être en défaut de paiement pour la plupart de ses obligations financières au niveau des institutions financières et même de l'épargne intérieure, en fait. Donc, il y a des difficultés auxquelles la junte doit s'attaquer très rapidement et mettre rapidement les civils en place. Mais il faut dire qu'une telle situation, c'est toujours difficile, financièrement, économiquement et même pour la stabilité sociale du pays. Tant qu'on n'est pas au pouvoir, on ne connaît pas les responsabilités de la gestion du président. On est dans le peuple, on sait également que le peuple souffre de ces situations-là. C'est ce qu'il faut noter. Bon, voilà. Allez-y, terminez. Ce qui est positif dans tous les cas, c'est que tous ces différents partis, l'opposition, enfin tout le monde essaie de se mobiliser de toutes les façons. Une forme de solidarité. Une solution. Donc voilà, on peut se dire qu'il y a de l'espoir. Quelqu'un me disait la politique, je la fais pour aider les populations. C'est ça, pour aimer, parce qu'on aime les gens. Ouais. Et donc j'espère que ça va être bien entendu et que tous ces acteurs-là pourront travailler très rapidement à ce que cette population soit soulagée. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant l'actualité d'ici et d'ailleurs. On poursuit notre rendez-vous avec le micro-trottoir. Vous le savez, ces dernières années, notre pays, la Côte d'Ivoire, a maintes fois été secoué par de violents conflits. À l'approche de la prochaine présidentielle, pensez-vous, Ivoiriens, avoir tiré les leçons des crises passées? Nokana Paleka et Gauthier Hi ont recueilli vos avis sur la question. Avec tout ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, toutes ces blessures dans le cœur des uns et des autres, beaucoup d'Ivoiriens pensent avoir tiré des leçons. Mais dans le fond, on n'a pas tiré de leçons. Tous les partis politiques, je ne vois pas dans les différents discours des personnes qui disent que oui, pour le bien des Ivoiriens, pour le bien des Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est pour le bien de mon parti, c'est pour le bien de mes intérêts personnels. Et sincèrement, je pense que l'Ivoirien en lui-même se sent lésé. Tout ce qu'on a vécu en 2010 par là, j'ai l'impression que c'est les mêmes trucs qui se reproduisent encore. On n'a même pas encore commencé, comment on appelle ça, la pré-campagne et les campagnes. Les gens n'avaient pas encore fini de déployer les dossiers et puis il reste tout ce qui s'est passé. Des mots par-ci, des mots par-là. Vraiment, il me suis dit sincèrement qu'on n'a pas tiré les leçons de ce qui nous est arrivé en 2010. Je pense que beaucoup ont tiré des leçons des crises passées. Parce qu'ils sont dans leur coin, ils écoutent, ils ne réagissent pas. C'était avant, avec ce qu'on entend, qu'on voit. Ils allaient tous se lever pour se plaindre. Mais c'est quelques-uns qui se plaignent, qui se lèvent. Donc, je pense que beaucoup ont compris que s'asseoir, se battre, sortir, crier n'est pas la solution. Mais rester dans son coin, observer et puis prier. C'est ça qui est la meilleure solution. La délivrance de la Côte d'Ivoire n'appartient pas à un homme. C'est Dieu qui a agi. Ceux qui ont vécu la crise, ils ont tiré des leçons, franchement. Et même, ils souhaitent même pas qu'il n'ait qu'à avoir un petit mouvement même. C'est ceux qui sont partis se coucher au village là. Ce sont eux qui sont en train de sauter sur la route. S'ils avaient vu ce qui s'est passé, s'ils attendent même que quelqu'un sorte, et même ils se rendent compte de la personne. On a très bien pris conscience de ce qui s'est passé, que ce soit en 1999, en 2002, en 2010. Je connais mon parti politique, je sais qui je veux comme candidat. Mais même si ce candidat me dit de descendre dans les rues pour aller brûler des pneus ou quoi que ce soit, casser des bus, je ne le ferai jamais. À l'approche des élections, je ne pense pas que les Ivoiriens ont tiré une leçon des crises passées. Vu tout ce qui se fait comme déclaration, je pense qu'ils n'ont pas encore compris. Nous sommes dans un pays de droit. Même si nous ne sommes pas d'accord avec certaines situations, je pense que ce n'est pas avec les injures ou bien avec des messages de violence qu'il faut véhiculer des messages. Ont-ils vraiment pris conscience, les Ivoiriens ?
Moi, je suis d'avis de dire malheureusement non. Il y a 1 ou 2 mois, j'aurais pu dire oui, on a conscience, on n'a pas envie de reproduire les mêmes erreurs. Mais aujourd'hui, le bilan qu'on a eu des dernières manifestations, après tout ce qui a pu se passer, c'était quand même 4 morts, plus de 100 blessés, de nombreux dégâts matériels, de nombreux dégâts matériels, des pillages et j'en passe. On n'a pas pris de leçon parce que ce n'est qu'à quelques mois du scrutin. Donc on ne devrait pas en être justement à de telles envergures de manifestations alors qu'on n'est même pas encore lancé dans la période Et quand on parle des Ivoiriens, je pense qu'il faut faire la part des choses. Moi, pour être dans le peuple, parce que justement cette émission c'est un peu ça, on représente un peu ce peuple-là, en tout cas les Ivoiriens avec qui moi je parle, moi en tant qu'Ivoirien j'ai compris. Je sais très bien qu'aujourd'hui, je ne sortirai pas pour aller faire n'importe quoi, pour prendre les armes, pour me battre. Mais après, les Ivoiriens également qui sont au-dessus de nous, donc qui sont les politiques, moi, je me retourne vers eux pour leur demander est-ce qu'ils ont vraiment compris eux, parce que c'est eux qui manipulent après la jeunesse. Quand vous avez ces personnes-là aujourd'hui qui sont au pouvoir, qui se sont plaints il y a quelques années du fait que l'ancien président s'accrochait au pouvoir, ce pourquoi il descendait dans la rue. Quand vous les avez aujourd'hui débattre sur la question du 3e mandat ou du premier du 3e mandat, vous vous dites que c'est eux à un moment qui n'ont pas compris. Oui, mais ça dépend de comment on le voit. Parce qu'on peut dire que ce sont eux qui manipulent la jeunesse, mais cette jeunesse-là qui a été là en 2010 et qui a vu les conséquences de la crise post-électorale, aujourd'hui, peut ne pas se laisser manipuler parce qu'elle sait, en âme et conscience, comme tu le dis, nous, aujourd'hui, on ne reproduirait pas les mêmes erreurs. Je suis totalement du même avis que Rayana, parce que de toute façon, les hommes politiques vont toujours donner leurs différents messages d'incitation, de mobilisation, mais en dernier ressort, c'est chacun qui a son libre avis de décider d'aller ou pas manifester violemment ou d'écrire des propos violents sur les réseaux sociaux. Chacun a le libre arbitre de refuser de continuer ce cycle de violence. Oui, mais par contre, il y a plusieurs de ces jeunes-là qui n'ont pas vécu. On n'aura pas de cycle de violence. La politique déchaîne les passions, vous savez, et ces hommes politiques le savent très bien, ils jouent de ça. C'était des enfants. Mais je crois qu'il y a une partie de la population également qui a décidé de ne plus se laisser manipuler, ne plus se laisser entraîner. Mais ce qu'on veut dire, déjà, il y avait une partie de la population qui ne s'est pas laissée entraîner. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ça arrive tout le temps. Mais après, le constat, c'est qu'il y a encore une partie qui se laisse manipuler. Il y a encore une partie qui manipule. Et même que pour nos médias, pour certaines presses, il y a encore une partie de la presse. Donc, on se rend compte qu'on a le sentiment de ne pas avoir compris la leçon quelque part. S'il y a toujours ces deux mêmes parties qui manipulent et qui se laissent manipuler, c'est que c'est le même jeu qui reprend. Je veux bien croire qu'ils sont en minorité. Mais ils font quand même les dégâts qu'ils font. On attend de voir. Malheureusement. Et ça cristallise un peu l'atmosphère. Homme politique de premier plan, Kobenan Kwasi Adjoumani nous a rejoint autour de cette table. Il est le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Il est également porte-parole principal du RHDP. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On peut dire, monsieur le ministre, que vous venez tout droit de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Dites-nous, monsieur le ministre, dans un premier temps, à quoi répondait cette démarche? Merci de l'occasion que vous me donnez de parler de ce qui s'est passé tout à l'heure à la cathédrale. C'est vrai, je vois des gens qui s'agitent sur les réseaux sociaux, faisant état de ce que nous sommes allés violer la cathédrale. Or, nous qui y étions, nous sommes des chrétiens catholiques. Vous avez suivi, comme nous d'ailleurs, la déclaration de notre cardinal, qui est notre Père à tous, mais qui s'est invité dans la politique et qui a fait son choix en demandant à notre candidat de ne pas se présenter, puisqu'il disait que sa candidature n'était pas nécessaire. Nous avons décidé entre nous, cadres chrétiens, de nous retrouver pour aller parler à notre cardinal et lui dire qu'il a fait une véritable sortie de route qui aura des conséquences fâcheuses. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Vous pensez qu'en tant que oui, cardinal, il n'a pas le droit d'avoir une opinion politique? Pourquoi il n'était pas à vos côtés pendant cette déclaration?
Écoutez, mais nous, on n'était pas, le président Alassane n'était pas non plus là quand il faisait sa déclaration. Vous avez décidé, mais écoutez, on va revenir, monsieur le ministre, oui, à la jeunesse des choses. Vous avez décidé donc d'aller rencontrer le cardinal, ce que vous avez dit, d'aller le rencontrer. Non, nous sommes allés faire une déclaration et nous avons fait une demande pour la salle. Nous avons payé, voici donc la facture, le reçu qui nous a été donné. Nous devrions faire dans la salle de conférence de la cathédrale. Nous sommes arrivés à 14 heures. C'était l'heure indiquée pour la déclaration. À 14 heures, le prêtre qui détenait les clés n'était pas présent. Nous avons attendu pendant 30 minutes. Il n'est pas arrivé. Les journalistes étaient là. Nous étions contraints donc de faire notre déclaration dans la cafétéria qui était à côté de la cathédrale. Nous y étions, bon, on a pris notre café, mais nous avons profité pour faire notre déclaration. Je vais retenir deux mots. Je vais retenir contraint et profiter. Non, parce que je voulais dire, monsieur le ministre, vous avez dit en entame que vous vouliez aller le rencontrer, mais vous avez quand même payé une salle dans laquelle vous allez faire une conférence. Non, alors, on aurait pu faire nous ne sommes pas allés le rencontrer. Vous ne vouliez pas aller le rencontrer? Non. C'était juste pour aller faire une déclaration. Et il fallait la faire dans une salle de la cathédrale. Pourquoi le choix de la cathédrale? Justement, pourquoi vous êtes parti, vous décidez de faire une déclaration à l'église? C'est pas provocateur, ça? Les journalistes pouvaient se déplacer pour vous retrouver. Nous n'avons pas fait de déclaration parce que nous sommes des militants du RHDP. Je vous l'ai bien dit. Nous avons fait cette déclaration en tant que cadre du RHDP, mais catholique. C'est ce que nous avons fait parce que le cardinal demande à notre candidat de ne pas se présenter. Mais monsieur le ministre, ce qui pose problème, c'est le choix du lieu. Vous auriez pu le faire en tant que cadre RHDP catholique au sein de votre parti ou dans une autre... Ou peut-être que... Pensez-vous c'est ce qui gêne l'opinion publique. On doit faire la politique dans une cathédrale? Donc c'est vous qui êtes allé faire la politique dans une cathédrale? Non, c'est le cardinal qui a fait de la politique. Vous êtes obligé de répondre de la même façon? Non, nous n'avons pas répondu. Vous avez vu, peut-être que c'est dans le cadre de cette émission. Là, je suis là en tant que porte-parole du RHDP, porte-parole principal. Si vous me posez des questions, je vais répondre au cardinal. Mais nous y étions pour aller dire que nous n'étions pas d'accord. Vous dites avoir fait la demande de location de la salle. Vous êtes arrivé et la salle n'est pas ouverte. Pourquoi forcément faire cette déclaration dans la cafétéria, comme vous le dites, et ne pas attendre justement de faire une nouvelle demande? Mais on ne peut pas. Dès lors que nous avons payé, qu'on nous a remis un reçu, mais on aurait pu dire que ce n'était pas possible, nous dire de partir, mais personne n'était là, on n'avait pas d'interlocuteur. Mais nous sommes des chrétiens, ce n'est pas la première fois que nous y allions. Nous étions en pleine Covid-19. Nous sommes allés faire des dons dans l'enceinte de cette cathédrale. Nous ne l'avons pas violée. Mais si vous parlez de viol de cathédrale, Guy Robert y était caché. Des militaires sont allés le prendre là-bas pour aller l'exécuter. Oui, mais c'est toute une alors, donc, non, ce sont des exemples que je vous donne pour dire que à votre action, la cathédrale, c'est un lieu saint. Nous sommes tous des catholiques. Nous sommes allés pour dire que trop, c'est trop, parce que ce n'est pas la première fois d'ailleurs que des personnes d'une telle dimension prennent la parole pour donner des avis qui dérangent la nation. Pourquoi cela vous met dans un tel état, cette déclaration? Je ne trouve pas ça très démocratique. Oui, mais parce que un avis qui dérange, ça s'accepte et non, ça ce va n'est dans pas le cadre démocratique. Il a bien dit, un citoyen. Écoutez bien, il a dit qu'il parlait à titre personnel. Bien sûr. Donc en tant que citoyen. Donc pourquoi aller lui répondre dans l'église et mélanger la religion à cela? Non, vous ne comprenez pas. Il a bien dit qu'il parlait à titre personnel. Mais quand on parle à titre personnel, qu'on est vêtu de sa tenue de prélat, est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Il peut parler sans recourir donc à ses habits de cardinal?
Mais il a fait, et vous trouvez ça normal. Je crois que le peuple ivoirien devait même se soulever pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Monsieur le ministre, vous La Côte d'Ivoire êtes conscient que c'est un inédit? La Côte d'Ivoire est un pays laïque. À l'église, on ne fait pas de politique. Nous sommes allés interpeller le cardinal pour dire faisant que de la nous politique sommes dans là-bas, un pays... vous-même. Non, pas de politique. Mais quand vous partez faire cette déclaration... Est-ce qu'on a parlé de RHDP? Donc vous êtes des cadres chrétiens? Nous sommes des cadres chrétiens qui avons notre candidat. Et il a pris position pour dire que à un mois, presque des élections... Politique. Donc vous, les cadres chrétiens, vous avez décidé de parler de votre candidat? Politique. Non, pas de parler de notre candidat pour l'interpeller. Mais pour monsieur dire le ministre, vous n'avez pas répondu à la question. Pourquoi le choix du lieu de la cardinale alors que vous aurez bien pu le faire de la cathédrale? Vous aurez bien pu le faire au siège du RHDP ou dans un autre endroit. Il a fait sa déclaration politique au sein donc, de la cathédrale. Nous y sommes allés pour faire notre déclaration. Bon, malheureusement, la salle que nous avons choisie a été C'est un peu de la fermée. provocation. Ce n'est pas de la provocation, au contraire. Vous avez vu que c'était des termes doux que nous avons utilisés pour nous adresser à l'évêque. Excusez-moi, monsieur le ministre. En 2011, lorsque Jean-Salomon Lezoutier, évêque de Yopougon, invitait le président Laurent Gbagbo à accepter sa défaite et à céder le pouvoir, à cette époque-là, vous étiez content qu'un homme d'église donne son point de vue politique. Pourquoi ça a changé aujourd'hui? En 2011 aussi, il y a des évêques. Et vous avez vu, moi j'étais là au Golfe. J'ai dû même écrire à l'évêque qui avait demandé au président Alassane Ouattara d'accepter le verdict que c'est Gbagbo qui a été élu président de la République. Mais ayez souvenance de cela. Et c'est après que le Zoti a parlé. Mais quand il demande, alors qu'il y a eu des élections, tout le monde dit que c'est le président Alassane Ouattara qui a gagné. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la parole d'un évêque qu'à l'époque vous trouviez justifié et qu'aujourd'hui vous ne trouvez plus justifié parce que vous venez de dire qu'ils n'ont pas le droit. Quand vous dites que je trouvais justifié, est-ce que vous m'avez vu parler? Je n'avais pas parlé. Mais les autres d'en face avaient dénoncé cette pratique. Et aujourd'hui vous faites pareil? Non, on ne fait pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes allés lui dire que nous sommes à quelques jours des élections. L'évêque, il est toujours allé rencontrer le président de la République. Il connaît bien le président Alassane Ouattara. Pourquoi il attend son absence du pays pour faire une telle déclaration? Alors qu'il a la possibilité d'aller le voir pour lui dire, Monsieur le Président, cette candidature n'est pas nécessaire. Mais le président allait lui trouver la réponse adéquate. Mais il y va. Il n'y va pas et il va dans la cathédrale, il pond une déclaration. C'est son lieu de et culte. vous trouvez, oui, c'est son lieu de culte, mais c'est là-bas aussi que nous allons à l'église. Il y a une question, oui, concernant l'imam. Donc vous voulez dire que c'est pour nous que lui, il est là? Monsieur le ministre, vous devez savoir, c'est pour nous les chrétiens que le cardinal est là. Monsieur Djoumani, on a une question pour vous, s'il vous plaît. Il y a quelques semaines, l'imam Habib Touré s'exprimait dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et dans laquelle il signifiait sa désapprobation quant à la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection d'octobre prochain. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que je pense que vous l'avez certainement vu. Moi, je ne connais pas cet imam, mais le nom du cardinal. Vous le connaissez, le cardinal? Il y a des cadres musulmans au RHDP aussi. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas allés dans une mosquée aussi? Pourquoi ils ne sont pas insurgés contre cette déclaration de l'imam Habib Touré? Vous dites qu'il l'a fait où? Il a fait une déclaration. Il était dans un prêche dans lequel il s'est exprimé. Il a exprimé sa désapprobation quant à la candidature du président Alassane Ouattara. Mais il a été aussi interpellé, hein? Non, juste après, il n'a pas été interpellé. On n'a pas eu d'intervention de cadre du RHDP par rapport à cette sortie de l'imam Habib Touré. Allez poser la question aux musulmans. Vous êtes le porte-parole du RHDP. Non, ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas parlé à la cathédrale en tant que porte-parole. Nous sommes des chrétiens. Nous participons à la vie de l'Église. D'ailleurs, vous ne pouvez pas comprendre, hein, quand il y a eu cette déclaration. C'est vrai, à Abidjan, les gens connaissent l'évêque qui a parlé, mais dans les pays, dans les régions reculées, moi j'étais, pendant qu'il faisait sa déclaration, dans une localité en train de mobiliser des militants pour voter mon candidat. Et quand je suis arrivé, on m'a dit, attention, voici ce que l'évêque a dit. Mais ce n'est pas normal. Vous trouvez normal que l'évêque
Moi, j'ai une question pour vous, M. Adjoumani. Oui. Une première question concernant votre organisation. Vous êtes à la tête, selon ce que vous avez fait aujourd'hui, d'une organisation de cadres catholiques. Elle existe depuis combien de temps, cette organisation? Mais depuis toujours. Depuis toujours, quand il y a des problèmes, nous sommes intervenus. Figurez-vous, une première fois, il y a eu une déclaration des évêques qui faisait état de ce que il y a des gens qui étaient en prison, il fallait faire ceci, cela. Et nous avons pris point pour point, nous avons fait le constat que les revendications des hommes de l'opposition étaient pratiquement les mêmes que celles qu'évoquait donc le prélat. Mais nous avions, vous vous souvenez bien, je devais faire une conférence de presse. Le président de la République a demandé qu'on n'aille pas faire une conférence de presse. Et que c'est la première fois, ce n'est pas grave. Mais moi, je savais qu'en son temps, un évêque, je crois que c'est le même, avait pris position. Même souvent, quand on va à l'église, dans les prêches, alors que le président de la République est là, on dit des choses qui dérangent. Monsieur Adjoumani. Et aujourd'hui encore, il sort pour dire qu'un tel n'est pas candidat. C'est une stigmatisation. Mais monsieur Adjoumani, on va parler un tout petit peu, vous êtes porte-parole du RHDP, mais justement... Pourquoi il ne dit pas que Henri Konan Bédié, qui a 86 ans, ne peut pas être candidat? Ou bien parce qu'il est de sa génération. Monsieur Adjoumani, j'ai une question pour vous concernant la liberté d'expression. Que vaut aujourd'hui cette liberté d'expression en Côte d'Ivoire si un citoyen, parce qu'il précise bien qu'en tant que citoyen, il a son point de vue à donner. Il n'est pas un citoyen ordinaire. Mais c'est un citoyen. Mais il y a une liberté d'expression. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Non, il a parlé à titre... Pourquoi il a parlé à titre personnel et il condamne les autres? Mais il a même précisé... Que ceux qui ne partagent pas son point de vue sont considérés comme des caïns. Il n'a pas dit ça, monsieur. Oui, mais c'est ce qu'il a dit. C'est comme moi, je suis... C'est votre interprétation. Ah oui, mais non, quand vous faites le commentaire de ce qu'il dit, mais pratiquement, puisqu'il a donné cet exemple. Oui. Il a donné cet exemple. Mais c'est une interprétation. Pour parler de trahison de frères. Monsieur le ministre, alors cela veut dire même que les autres évêques là devaient pouvoir le rappeler à l'ordre. Est-ce que vous pour pensez dire pas que, en disant que ceux qui se taisent sont des lâches, mais vous faites preuve d'autres choses. Monsieur le ministre, est-ce que vous ne pensez pas que la maladresse de votre acte de ce jour ne va pas attiser les tensions déjà existantes dans le pays? Au contraire, c'est la déclaration de l'évêque qui peut attiser les tensions. Parce que nous, vous avez vu que nous avons investi notre candidat. Et justement, les tensions ne sont palpables, monsieur le ministre. Il y a eu déjà des morts. Il y a eu déjà des morts. Les tensions sont palpables. Nous sommes déjà dans une situation de crise préélectorale. Par la faute de qui? Justement parce que votre candidat a annoncé sa candidature en prenant le prétexte que ce sont les Ivoiriens qui l'invitent à se présenter. Quand un cardinal se permet de dire que votre candidature n'est pas nécessaire. La question c'est, est-ce qu'il a le droit de le dire ou pas, selon vous, monsieur Adjoumani? Il n'a pas le droit de le dire. Pourquoi? Parce qu'il est un prélat, il ne fait pas de politique. En disant, parce qu'il agit au même titre que Bédié. Bédié dit non, que toi tu ne peux pas être candidat. Et il fait allusion à notre constitution, loi fondamentale. Si vous permettez, vous ne disiez pas la même chose en 2011. On va reparler. Vous ne disiez pas la même chose en 2011 parce que le RHDP avait applaudi justement Jean-Salomon Lezoutier lorsqu'il avait justement appelé Gbagbo à céder le pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est le même cas du RHDP. Non, ce n'est pas la même chose. Ça fait la troisième fois qu'il nous interpelle comme ça. Et donc vous avez décidé de réagir, de on a décidé de réagir, c'est trop. C'est votre contre-attaque là qu'on a pu constater aujourd'hui. On vous a rappelé le cas de l'imam. C'est la contre-attaque à laquelle on a pas une contre-attaque. Vous pouvez prendre cela comme vous voulez. Nous sommes allés, regardez les propos que nous avons utilisés. Nous avons dit que nous sommes venus nous adresser à lui en tant que des chrétiens pour dire que la Côte d'Ivoire est un État laïque. Ce n'est pas un État où on a des souverains religieux. C'est le peuple qui décide du choix de son candidat. Mais lorsque vous allez parler de constitution, alors que c'est le Conseil constitutionnel qui doit décider de qui va être candidat ou pas, ce qui va être fait, non? Que vous prenez position pour dire que vous, Alassane, vous ne pouvez pas être candidat, Bédié, Aimé Henri Konan Bédié peut être candidat, Gbagbo qui est à La Haye peut être candidat,
Afinguessan peut être candidat, mais c'est une stigmatisation. En tout cas, c'est pas ce qui a été dit. C'est bien été. Lisez bien. On va revenir. On va en parler. Vous pouvez parler comme vous voulez, mais ce qui est écrit. Vous croyez que les chrétiens sont contents? Vous croyez que les chrétiens sont contents de la déclaration? Vous parlez au nom de l'Église catholique? Tous les chrétiens? Non, je dis les chrétiens ne sont pas contents. En tout cas, Je suis chrétien, mais je ne me reconnais pas dedans. Oui, donc vous êtes d'accord. Et donc c'est un complot. En tout cas, vous Vous n'êtes pas faites un content. complot. Nous ne pouvons pas accepter ce complot. C'est le peuple ivoirien qui doit décider de qui doit être le président de la République. Monsieur Djoumani, Laissons le peuple décider. Monsieur Djoumani, merci. On va marquer une petite pause. Il y a la pub et on revient sur le plateau pour la suite de cet entretien. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk et notre invité, je rappelle, est le porte-parole principal du RHDP et également ministre de l'Agriculture. Monsieur Kwasi Kobena Adjoumani est avec nous. Tout à l'heure, il était question de cette déclaration au niveau de la cathédrale. On en a un tout petit peu parlé. Nous en reparlerons au niveau de l'After Talk. Monsieur le ministre, on a d'autres sujets, d'autres sujets d'actualité à aborder avec vous. Serge Kouachi. Oui, sensiblement la même chose. J'ai juste envie de poser une question à Monsieur le ministre concernant la légitimité de la candidature de votre candidat. Donc, lorsque le 6 août dernier, donc, le président Alassane Ouattara, candidat du RHDP, affirme que sa candidature est une réponse à l'appel du peuple ivoirien, alors que quelques semaines plus tard, on assiste à des manifestations, il y a mort d'hommes, des Ivoiriens qui meurent en protestant. Est-ce qu'on peut toujours aujourd'hui jouer la carte du sacrifice au nom du peuple, selon vous? Et qui va faire le sacrifice? Votre candidat qui dit se présenter au nom du peuple, puisque c'est le peuple Qui dit répondre qui à l'appel du l'invite peuple. à se présenter. Non. Et c'est ce même peuple-là qui Il meurt ne dans les faudrait rues. pas faire des amalgames. Nous sommes ici sur ce plateau pour éclairer les Ivoiriens. Nous avions décidé à un moment donné que ce soit le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui porte l'étendard du RHDP dans le cadre de ces élections. Vous nous avez vus sur le terrain, nous nous sommes battus pour que ce soit ainsi. Et il y a eu un cas de force majeure qui a fait que nous étions déjà à 1 mois du dépôt des dossiers et à pratiquement 3 mois des élections. Le président de la République, chaque fois quand il parlait, il faisait savoir que la Constitution lui permettait d'être candidat. Mais personne n'a eu à redire. Ah, pas tout le temps. Ah oui, non, chaque fois qu'il le disait, il dit, c'est vrai que la Constitution me permet d'être candidat, mais j'ai décidé de faire la passe à la nouvelle génération. Monsieur, suivez l'actualité. Il l'a toujours parlé de cette actualité de l'AVAR. Monsieur Bakongo est le ministre de la Justice en 2016. Moi je disais par exemple qu'il ne pouvait pas se présenter. On ne va pas revenir sur ce débat. Mais bien sûr, tout ça c'est l'actualité. Quand je dis on ne va pas revenir sur ce débat, qui nous amène parce que Bakongo est là-bas, si vous voulez, vous l'invitez. Vous êtes le porte-parole du parti. Vous dire. Vous parliez en son nom également en tant que militant du RHDP. Il l'avait dit. Ce que moi je sais, c'est que nous sommes dans le cadre de la Troisième République et au niveau de la Troisième République, le président Alassane Ouattara peut bien être candidat. Je ne peux pas comprendre qu'on dise, s'agissant du cas de candidature du président Alassane Ouattara, on doit recourir à la loi de 2000, à la Constitution de 2000. Pour ce qui est des autres candidats, ce sera la Constitution de 2016. La question de Serge ne porte pas sur la question de la Constitution. Il y a des Ivoiriens qui meurent aujourd'hui. C'est de dire que le président Alassane Ouattara, quand il a annoncé qu'il se présentait, c'était pour répondre à l'appel du peuple. Mais je vous ai dit, non, pas. C'est pour ça que je dis de ne pas faire des amalgames. C'est son parti politique qui a été le premier à lui demander d'être à nouveau il a donc répondu à son l'appel candidat. de son parti politique. Il a répondu à l'appel de son candidat. Mais indépendamment du parti politique, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez vu tout ce déferlement des hauts cadres, de certains chefs et des populations venues de partout pour dire que Monsieur le Président, au nom de la paix, au nom de la continuité du développement que vous avez engagé dans nos différentes régions, nous vous prions d'être
à nouveau nous sommes également en Côte d'Ivoire. Oui, nous sommes également en Côte d'Ivoire. Nous avons vu ces images-là. Mais nous sommes également en Côte d'Ivoire. Nous avons vu également les images de certains Ivoiriens qui meurent, qui contestent, qui ne sont pas d'accord. Vous parlez des images. Mais est-ce que ce sont les Ivoiriens qui doivent contester? On est ici sur ce plateau. Hein. Moi qui suis là, je sais qu'il y a des candidats qui ne sont pas éligibles. Comment vous le savez? Mais qui ont quand même déposé leur dossier. Comment vous le savez? Non, je le sais puisque les gens en parlent. Mais pourquoi, diantre, vous voulez à tout prix dire que Alassane ne doit pas être candidat? Mais c'est parce qu'effectivement, Alassane est le candidat le plus redouté. Et personne ne veut l'avoir en face. Parce que les gens ne se sont pas préparés pour aller à des élections. Ils veulent aller à une insurrection. Or, pour aller à une insurrection, il faut avoir le peuple derrière soi. Mais quand les gens sont sortis, vous dites, on est sortis. Ce n'était pas des manifestations pour réclamer quelque chose. Des gens qui vont brûler, des gens qui vont ériger des barricades, des gens qui vont casser des commerces, qui vont y voler. Et vous trouvez cela normal? Est-ce que parmi vous dites qu'il y a eu des tueries? Mais, monsieur Argumani, est-ce qu'il n'y a pas des personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand on vous entend, qui ne sont pas d'accord avec cette candidature? Mais ils ne peuvent pas être d'accord. Oui. Mais ce n'est pas leur problème. C'est le peuple qui va décider de qui va être son candidat. Oui, mais on va voter. Et puis il y a le Conseil constitutionnel. Hier, vous n'avez pas écouté le président du Conseil constitutionnel. Il dit que tout le monde est devenu juge constitutionnel. Juge constitutionnel. Quand tout le monde, c'est vous y compris. Hein. Oui. Mais moi, je n'ai jamais... Dire que vous savez qu'il y a des candidats moi, j'ai mon candidat. Je sais que mon candidat est éligible. Mais je suis en train de vous dire que moi, nous, au RHDP, nous ne nous immixons pas dans le choix des candidats des autres partis. Sinon, nous savions qu'il y a des candidats qui ont des handicaps. Et regardez, nous sommes aujourd'hui à plus de, je ne connais pas, mais des dizaines de candidatures. À des dizaines de candidatures. Mais pour le moment, rien ne me... les uns et les autres, c'est la candidature du président Alassane Ouattara qui focalise... 45 candidatures précisément, monsieur. 45 candidatures. Voilà. On va parler de l'audit un tout petit peu avec vous, Lorraine. J'allais surtout partir sur les conséquences déjà de cette troisième candidature. Pour des contraintes de temps, j'aimerais bien qu'on évoque la question des audits. D'accord, on va partir sur l'audit. Et je vais vous poser la question de savoir, est-ce que le fait que tous les partis d'opposition dénoncent justement le parti pris de la CEI ne va pas entacher à une nouvelle victoire du RHDP? Ce qui me réjouit, c'est que en même temps que ces partis dénoncent la liste électorale ou la CEI, ils se déplacent. C'est-à-dire les candidats, vous avez parlé les candidats foisonnent, vous avez parlé de 45 candidatures. Mais les gens, quand ils vont déposer les candidatures, c'est auprès de qui? C'est auprès de la commission électorale indépendante. D'une CEI en laquelle ils n'ont pas confiance. Ça, c'est d'un. Et puis de deux, vous parlez d'audit. Tout à l'heure, il a parlé d'audit. Mais c'est une sorte de fuite en avant qui ne dit pas son nom. Le PDCI-RDA, c'est vrai, a participé à toutes les étapes du dialogue politique et à un moment donné a décidé de claquer la porte comme les autres partis, comme certains partis de l'opposition. Mais nous avons travaillé, cette liste électorale tire son origine de 2010. Je vais vous donner des indications précises. Allez-y. Avant 2010, la Côte d'Ivoire faisait son enrôlement qui est basé sur l'identification alphanumérique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est les noms et prénoms, le nom, l'affiliation, l'âge et autres. Mais à partir de 2010, compte tenu des difficultés rencontrées à l'occasion donc des votes qui se sont succédés, on a décidé d'utiliser l'identifiant biométrique. Avec l'identifiant biométrique, nous avons désormais la possibilité d'intégrer dans les données les empreintes digitales.
et il y a la photo également qui fait foi. Donc, pour pouvoir être enrôlé, il faut nécessairement se déplacer pour aller chez l'agent qui fait l'enrôlement. Ce n'était pas le cas avant, puisque on pouvait même se servir de la carte d'identité de son frère qui est soit à Abidjan mais qui n'est pas présent au village pour aller l'identifier, l'enrôler. Alors ça veut dire quoi? Il y a une avancée notable en la matière. Mais figurez-vous, quand les gens disent non, on va faire des audits parce qu'il y a des morts qui figurent sur le listing électoral, c'est vrai, il pouvait y avoir des morts depuis avant 2010. Mais dans le cadre de ce que nous avons aujourd'hui, aucun mort ne peut se déplacer pour aller se faire identifier. Monsieur le ministre, qu'est-ce que le gouvernement perd à céder? Si vous pouvez, vous savez votre problème. On va laisser monsieur le ministre terminer rapidement. C'est que quand quelqu'un explique quelque chose, il faut l'écouter. Parce que j'ai dit, je vais éclairer. Monsieur le ministre, on est d'accord, on veut bien vous laisser continuer, mais il faut tenir compte également de nos contraintes de temps. Oui. Alors donc, quand quelqu'un est mort, on ne peut plus, avec la biométrie, l'identifier. C'est la même chose pour le bébé d'1 an dont a parlé Gikawe. Mais un bébé d'1 an, nous savons très bien que le système qui est mis en place ne permet même pas à des bébés d'1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 7 ans d'intégrer leurs données. Alors, finalement. Non, d'intégrer leurs données, puisque les doigts du bébé d'1 an n'intègrent pas le système. Il faut avoir au moins 7 ans pour que vos doigts puissent intégrer le système. Vous êtes contre cet audit demandé? Vous êtes contre cet audit? Nous ne sommes pas contre, mais nous disons que s'ils veulent faire ils peuvent faire leur requête. Est-ce que vous perdez à céder à la demande de l'opposition face à cet audit? Mais nous ne perdons rien, mais on leur a donné la possibilité d'aller d'abord dénoncer ce qui se passe auprès de la commission électorale indépendante. Ils n'ont pas été capables d'aller le faire parce qu'effectivement, ils n'ont pas d'argument. Pourquoi ils n'ont pas d'argument? Non, ils n'ont pas d'argument. Et Gikawe, quand il est venu avec les dossiers l'autre jour, à l'occasion d'un débat qu'on faisait, il n'a pas pu nous montrer les documents. On lui a dit, non, présente-nous les documents. Il n'a pas pu le faire. Et c'est ça qu'il appelle mensonge d'État. Okay. Ils sont les auteurs de mensonges d'État. C'est bien noté, monsieur le ministre. En tout cas, on vous retrouvera tout à l'heure sur le canapé de l'After Talk, certainement pour apporter d'autres éclairages, pour répondre à d'autres questions. On vous remercie déjà d'être sur ce plateau. Et c'est la fin de ce rendez-vous du Live Talk. Merci à nos chroniqueurs Serge Kouachi, Raina Assi et Edith Broubleu. Retour sur le Live Talk, en tout cas pour l'After Talk. Changement de décor, hein. Nous nous trouvons exactement dans celui qui permet à notre invité de s'installer dans notre canapé et nous sommes dans l'After Talk. Pour l'After Talk, nous a rejoint Israël Guébo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Changement de décor. Vous êtes bien installé dans notre canapé? Oui. D'accord. Je préfère ça parce que c'est reposant et ça n'excite pas trop. Merci, monsieur le ministre. Israël Guébo. Alors, Komina Kwasa-Djimani, bonsoir. Oui. Vous me permettrez de revenir sur votre déclaration du jour. Vous en avez longuement parlé. Ce qui m'interpelle surtout, c'est vous parlez au nom des cadres catholiques du RHDP. Oui. Ma question, c'est depuis quand existe ce groupe-là et comment est-ce que vous êtes structuré? Mais si vous allez à l'église, vous allez vous rendre compte de ce que cette plateforme de concertation, en tout cas, a toujours existé. L'association des cadres catholiques de Côte d'Ivoire. Elle est même animée, non, pas de Côte d'Ivoire, elle est animée par des ministres. Vous avez vu souvent Madame Anou Loto poser des actes dans le sens donc, de cette association. Et quand il s'agit de venir en aide donc, à l'Église, quand il y a des problèmes également qui se posent, et je vous ai rappelé tout à l'heure le cas de la Covid-19, où nous avons fait presque le tour de la Côte d'Ivoire
pour soutenir donc, les églises et également soutenir certains chrétiens Justement, qui étaient dans la détresse. Lorsqu'on regarde les photos qu'on a vues aujourd'hui, la vidéo, on n'a vu que des ministres. Est-ce que pour appartenir à votre groupement donc des cadres catholiques du RHDP, il faut être uniquement ministre? Non, non, on n'a pas vu que des ministres. Il y avait aussi des personnalités qui étaient présentes. Vous ne pouvez pas les distinguer toutes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'étions pas seulement des ministres. Et nous ne disons pas que nous focalisons tout au niveau des ministres ou des cadres. Je dis que ce sont des rencontres ponctuelles que nous avons quand il s'agit, par exemple, d'intervenir pour soutenir les uns et les autres. C'est comme, par exemple, quand vous allez dans la religion musulmane, vous trouvez que même des étudiants sont organisés. Nous aussi, nous le sommes pour venir en aide à notre église. Votre action était-elle une initiative personnelle ou approuvée par la direction de votre parti politique? Si c'était une action politique, je ne serais pas allé à la cathédrale pour faire cette déclaration. Donc c'est une initiative au personnelle. nom de ces cadres. Nous ne l'avons pas fait en tant que Kobenan Kwasi Adjoumani, mais nous l'avons fait dans le cadre de la plateforme dont j'ai parlé. Qu'en dit la direction du parti du RHDP? Mais nous n'avons pas besoin d'informer la direction du parti, puisque c'est nous-mêmes. Le président n'est pas là. Il est en Europe. Et quand on parle des cadres du RHDP, c'est nous-mêmes. Donc vous décidez, vous nous les cadres, décidé, en dehors du RHDP, d'aller faire une action. Même si ça peut porter préjudice à votre parti politique? Ça ne peut pas porter préjudice. C'est vous qui le dites. Vous savez, c'est une question. Tout à l'heure, c'est ce que je voulais dire. Monseigneur Coutouin, nous l'admirons beaucoup, nous l'aimons beaucoup. Mais il faut reconnaître que sa sortie là n'était pas aussi nécessaire. Bon, moi, ça va être la question. Quelle va être la suite après cette déclaration-là? Vous allez décider de rencontrer Monseigneur. Ça va être quoi la suite? Non, mais moi aussi, je vous renvoie à la question. Quelle va être la suite de la déclaration de Monseigneur? Puisqu'il a dit au président Alassane que sa candidature n'était pas nécessaire. Mais je vous l'ai dit, le président Alassane a reçu à plusieurs reprises Monseigneur Coutouin. Pourquoi ne part-il pas chez lui, dans le secret du bureau, dire au président... Vous l'avez dit sur le live. Oui, il ne l'a pas fait. Et puis, non seulement il ne l'a pas fait, mais il va maintenant s'exposer publiquement. Ça, on l'a compris. Brice, vous me permettez de finir sur cette question. Vous avez fait une citation dans votre déclaration. Vous dites que la non-tenue des élections à la date du 31 octobre ouvrirait de façon certaine une période de vide juridique pouvant entraîner une situation chaotique. Alors, ma question, est-ce que ce n'est pas pessimiste alors qu'on a un article du nouveau code électoral modifié par ordonnance en avril 2020 qui, lui, règle la question et qui dit que si un événement survient et empêche la tenue de l'élection, le Conseil constitutionnel a recours au président de la République qui, lui, continue son mandat. Mais c'est réglé par l'article 47. Donc quel est l'événement? Pourquoi parler de vide juridique et de chaos? Quel est l'événement qui nous permet de reporter les élections? Ma question, c'est pourquoi vous parlez de vide juridique alors que c'est réglé par la ce que je veux dire, c'est que si vous avez lu la déclaration de Monseigneur, quelque part, il demande qu'on aille à une transition. Or, nous savons que depuis toujours, c'est la volonté des gens de l'opposition. Donc, nous disons qu'au lieu d'être ce rassembleur d'hommes en tant que guide spirituel, mais il n'a pas besoin d'aller faire une déclaration pour faire de l'exclusionnisme. Monsieur Adjoumani, votre prédécesseur dans ce canapé, qui était le député de Yamoussoukro, disait qu'à son sens, les conditions d'une élection n'étaient pas réunies pour la date du 31 octobre. Est-ce que vous partagez son point de vue? C'est un député. Est-ce qu'il a déposé sa candidature? Vous êtes en train de me dire qu'il y a eu 45 candidatures qui ont été déposées. Mais Monseigneur devait également savoir qu'il y a eu 45 personnes
et non des moindres qui se sont déplacés pour aller déposer leur candidature. Vous croyez que si les conditions n'étaient pas réunies, on allait pouvoir le faire? Moi, j'étais au PDCI à l'époque, en 1995, quand il y a eu le boycott actif. Des gens ont pris la décision de ne pas être candidat. Il y a eu le boycott actif, mais les élections ont été tenues à bonne date et le président Henri Konan Bédié a été élu président de la République. Or, là même, il y a eu le boycott actif, il y a eu des actions partout. J'étais le rapporteur général de la commission nationale d'enquête. Il y a eu plusieurs morts, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait des élections et où le président Bédié a été déclaré vainqueur de ces élections-là. Dans ce même canapé, votre collègue Claude Daopolin a dit que pour les prochaines élections, la défaite d'Alassane Ouattara n'était pas envisageable. Est-ce que vous partagez cet optimisme? Parce qu'une élection, on peut la perdre aussi. Mais justement, c'est parce que... Pourquoi les autres refusent qu'il soit candidat? C'est parce que déjà, il se voit perdant. Vous savez, le président Alassane Ouattara, figurez-vous, quand le président Henri Konan Bédié disait que ce troisième pont à lui seul équivalait à un deuxième mandat. Mais aujourd'hui, là, il y a eu combien de ponts qu'on a fait dans ce pays? Non, je vous pose la question. Donc pour vous, la défaite, elle n'est pas envisageable? La défaite ne peut pas être... Nous ne concevons pas de défaite. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens savent apprécier le vrai de l'ivraie. Ils savent que le président Alassane Ouattara a fait un travail énorme. Moi, je viens du terrain. C'est ça, il faut voir. Moi, souvent, vous voyez aussi les images. J'étais à Transuya. Mais regardez les milliers de personnes qui étaient sorties pour écouter le message. Et regardez, j'étais dans des villages pour aller donner de l'électricité parce qu'on a déjà mis le courant, il fallait donc allumer. Mais l'effervescence, la liesse populaire, les gens étaient heureux de savoir que vraiment, ils allaient avoir de l'électricité pour leur campement, pour leur village. Mais c'est pour cela que nous disons que ce sera bilan contre bilan. Alors que les gens, s'ils ont des programmes, qu'ils les présentent. Mais aujourd'hui, leur programme, Alassane ne peut pas être candidat. Mais toi, tu es candidat. Tu n'aimes pas le Conseil constitutionnel et tu dis que l'autre ne peut pas être candidat. Vous trouvez ça normal? Quand vous proclamez comme ça que, de toutes les façons, la défaite n'est pas envisageable, est-ce que vous ne craignez pas de faire naître une suspicion de fraude dans l'esprit des gens? Je le dis pourquoi? Parce qu'à une époque, ça me rappelle un slogan « On gagne, on gagne », qu'à l'époque, vous avez dénoncé parce que, selon vous, il laissait une possibilité de défaite il y a tout juste 10 ans. Est-ce que vous... Dans tous les cas, nous, notre candidat, il a été clair au moment du dépôt de sa candidature. Il a dit qu'il allait se soumettre au verdict des urnes. Mais allons aux élections. C'est ce que nous demandons aux autres. Vous voyez, l'opposition a pris tout son temps, chaque fois, à s'opposer à toutes les démarches en rapport avec ces élections. Même au moment de l'enrôlement, ils ne croyaient pas parce qu'ils avaient un plan B. Ça n'a pas marché. Les gens ont pensé que l'autre jour, quand le président Alassane a dit qu'il allait qu'il était prêt à accepter notre requête en étant candidat, les gens sont manipulés, ils sont sortis, ils ont brûlé partout. Les gens ont pensé que le peuple allait suivre. Mais il ne faut pas faire des amalgames entre pays. La Côte d'Ivoire revient de loin. Nous avons vécu des choses pas commodes à l'occasion des élections de 2010. Et donc les Ivoiriens, aujourd'hui, pour peu que quelqu'un prenne une décision, on dit non, il y aura guerre civile. Mais la guerre civile, là, ça va profiter à qui? Et si même il y a guerre civile, ceux qui disent aujourd'hui que leur salut se trouve dans la rue et puis dans la guerre civile, est-ce qu'ils auront la possibilité de gérer ce pays? Donc, allons aux élections. Le peuple va décider. On a vu au Sénégal, quand Wade voulait être candidat pour la 3e fois, les gens disent non, ce n'est pas grave, nous, on n'est pas d'accord. Mais à un moment donné, ils sont tous allés aux élections. Wade a été battu dans les urnes.
il a accepté le verdict. Même en Guinée, tout près de nous. Le président dit qu'il est candidat. Mais est-ce que vous avez vu des gens c'est vrai, il y a eu, des émeutes. Il y a eu des émeutes. Mais en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens vont couper des arbres. Ils barrent la route à d'honnêtes citoyens qui veulent voyager. On va brûler, casser des magasins. C'est cela, les manifestations dont vous parlez. M. Djouani, on parle de l'opposition. Permettez-moi de marquer mes projecteurs sur Guillaume Soro et Laurent Gbagbo. Guillaume Soro condamné à 20 ans de prison, Laurent Gbagbo condamné à 20 ans de prison. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'il s'agit en fait d'une stratégie pour les empêcher de se présenter? Pourquoi je le dis? Et sur Guillaume Soro, quand je regarde le timing de sa condamnation, lorsqu'il était au RHDP, jamais il n'était inquiété. Dès qu'il est parti du RHDP, il y a des poursuites contre lui. Qu'est-ce que vous répondez à cela? D'abord, je vais vous dire que je ne veux pas, parlant de Gbagbo, réveiller certaines choses. Mais je vais vous dire, la casse de la BCEAO. Est-ce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens savent combien d'argent a été sorti de cette casse? Combien d'argent? 300 milliards de francs CFA. Mais la BCEAO n'est pas une exclusivité de la Côte d'Ivoire. Ce sont des fonds qui relèvent donc de la sous-région. Chacun y a son fonds. Mais pourquoi on va casser la BCEAO pour prendre 300 milliards? Et puis les autres banques, 29 milliards. Au total, ce sont 329 milliards qui ont été extirpés. Donc ce que vous dites, c'est que pour Gbagbo Laurent, c'est justifié, et pour Guillaume Soro? Mais pour Guillaume Soro, vous étiez là. Vous êtes là, vous avez écouté donc les enregistrements qui ont été faits, et vous avez écouté également le procureur de la République. Donc moi, je ne suis pas un juge pour venir débattre de ces sujets. Mais vous parlez de 300 millions, 329 milliards. Oui, mais ce sont des informations dont nous disposons. Mais 329 milliards, et vous pensez que Laurent Gbagbo n'a rien fait? Mais la question d'Israël Guebo, monsieur Djouani, c'était, pendant qu'il était au RHDP, ces questions-là n'avaient pas, concernant Guillaume Soro, n'avaient pas été évoquées. Et dans le timing, c'est juste après son départ que ces questions-là sont évoquées. Est-ce que ça ne participe pas un tout petit peu d'une manœuvre? Mais quand il était au RHDP, est-ce qu'il partait et faire des discours tel qu'il le fait aujourd'hui? Donc c'était en reprise? Non, ce n'est pas en reprise. On n'a qu'à se dire les vérités. Quand Guillaume Soro se présente comme un homme neuf, qui n'a jamais rien fait dans ce pays, alors qu'on connaît ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il se permet de dire qu'il est neuf, qu'il est le candidat de sa nouvelle génération, et qui insulte partout. Mais ce n'est pas normal. Vous trouvez ça normal? Monsieur Djouani, un cheval de bataille du RHDP, c'est la réconciliation. Les Ivoiriens sont très attachés, je pense, vous aussi, à cette question-là. Qu'est-ce qu'au niveau de votre parti est mis en œuvre pour cette réconciliation entre les Ivoiriens, entre les fils de ce pays-là? Mais la réconciliation... Et pour d'autres qui sont même à l'extérieur. Depuis que le président de la République, Alassane Ouattara, est là, ça a été son credo. Vous-même, vous êtes là, vous avez vu qu'on a amnistié plus de 800 personnes. Le cas de son frère, Laurent. Mais Laurent Gbagbo est au niveau de la justice internationale. Donc son cas ne dépend plus de la Côte d'Ivoire. Il a été acquitté. Mais il a été acquitté sous condition. Dans tous les cas, moi je ne suis pas venu ici pour parler des condamnations et autres. Je suis venu pour parler de mon candidat et de tout ce qui est en rapport avec les élections. Alors qu'est-ce que votre candidat fait pour la réconciliation? Mais mon candidat a trop fait pour la réconciliation. Trop fait. Il a beaucoup fait. Et puis quand vous parlez de réconciliation, ça dit, quel sens vous donnez à cette réconciliation? Nous allons dans nos villages. Là-bas, nous n'avons aucun problème. Dans les villes et villages, on se fréquente. Ce sont les hommes politiques qui sont... C'est-à-dire vous et... Oui, nous et les autres qui sommes opposés. Mais qu'est-ce qui nous oppose? C'est le pouvoir.
Les uns veulent le pouvoir, les autres veulent également conserver le pouvoir. Et la place de la population dans tout ça, monsieur? Mais la place de la population, c'est le choix qui va être fait par les populations. Tous les candidats sont là. Il y en a 45. Le Conseil constitutionnel va décider de qui va compétir effectivement. Le peuple va décider de qui va être son candidat. Quand vous dites et le peuple dans tout ça, mais le peuple est bénéficiaire des actions de développement du président Alassane Ouattara. Parlons de votre candidat, Alassane Ouattara. Je ne vais pas revenir sur le débat de la troisième candidature du président parce qu'on l'a bien compris. Pour vous, il s'agit de briguer une première mandature de la Troisième République. Ça, c'est ce que vous dites. Et on va s'en remettre à la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, après 10 ans de pouvoir, avec une croissance à 2 chiffres, des infrastructures, des chantiers dont vous vous vantez, que peut prouver encore Alassane Ouattara? Oui, mais le président Alassane Ouattara s'est lancé dans la perspective de 2030, c'est-à-dire le programme qui a été établi ne s'arrête pas en 2020. C'est un processus qui va continuer son cours jusqu'en 2030. Et vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des ponts qui ont été construits, comme on l'a dit, mais il y a des ponts qui sont encore en train d'être construits. Donc ça veut dire que le développement va toujours suivre son cours. Ce n'est pas parce que le président Alassane Ouattara... Qu'est-ce qu'il veut prouver encore, après 10 ans au pouvoir? Ah bon? Mais vous focalisez tout sur le président Alassane Ouattara. C'est une équipe. C'est ce qu'on a pour ça. C'est lui qui est le candidat du HDP. Oui, il est le candidat, mais nous sommes dans une équipe. Nous avons donc notre capitaine. Le capitaine de l'équipe s'appelle Alassane Ouattara. Et autour de lui, il y a des hommes dynamiques. Qu'est-ce que donc vous voulez prouver, vous, l'équipe, que vous n'avez pas pu faire en 10 ans? Mais ce qu'on n'a pas pu faire en 10 ans, vous êtes en Côte d'Ivoire. Ce que je dis, vous savez très bien le travail qui a été fait. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire en Mais on va faire plus. On va multiplier par 3 les réalisations qui ont été faites jusqu'à maintenant. Et après, on va continuer. Peut-être la question d'Israël Guebo, pour un tout petit peu la préciser, vous avez fait des choses depuis. Qu'est-ce qui reste à faire selon vous? Les chantiers qui n'ont pas encore été... Mais nous avons notre candidat. Lorsque nous irons aux élections, nous allons vous présenter notre programme. Chaque candidat aujourd'hui est en train de mettre en place son programme de gouvernement. Nous avons mis en place un programme de gouvernement qui connaît son aboutissement en 2020. Maintenant, de 2020 à 2030, nous avons également notre projet de société qui intègre des données qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé, puisque nous avons atteint plus ou moins nos objectifs. Mais nous comptons aller au-delà de ce que nous avons réalisé et qui fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont fiers de la gouvernance du président Alassane Ouattara. Je vous ai dit que ce qui se passe dans nos villages, dans les villes, mais c'est totalement différent de ce qui se passe au sommet des partis. Il y a encore des chantiers qui restent à faire, la santé, l'éducation, la réconciliation. Oui, mais on ne peut pas tout faire. Même en Europe, les gens ne sont pas tous satisfaits. Et pourtant, on dit que ce sont des pays développés. Pourtant, en 2010, vous avez promis, en 5 ans ou en 10 ans, faire beaucoup, presque tout pour les Ivoiriens. Mais on a fait beaucoup pour les Ivoiriens. Et les retombées, vous allez les connaître. Parce que nous sommes sortis de l'abîme. Quand le président Alassane Ouattara accédait au pouvoir, mais tout était déchiqueté. Vous avez vu? C'était la destruction totale qui s'apparentait à la mort. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est redevenue la Côte d'Ivoire au point où il y a même 45 candidats. Mais vous croyez que si ce n'était pas bon, les gens allaient vouloir être candidats dans un pays où c'est la catastrophe? C'est parce que le président Alassane Ouattara a tellement bien travaillé que les gens veulent tous devenir des présidents. Mais n'importe qui ne devient pas président. J'ai toujours donné la parabole du margouillat et du crapaud. Quand vous mettez le margouillat au pied de l'arbre, il va le grimper d'un trait, mais mettez le crapaud, il ne pourra pas. Vous le prenez, vous le mettez au milieu de l'arbre, il ne pourra pas non plus tomber. Et monter, il va tomber. Attendez. Donc ça veut dire que il y a des présidents et des présidents. Et en la matière, notre candidat a fait ses preuves par
les actes qu'il a posés dans le domaine du développement, dans le domaine de l'ouverture de la Côte d'Ivoire aux autres pays et de bien d'autres choses. Donc, au RHDP, vous dites que votre seul candidat, votre seul choix, c'est Alassane Ouattara et personne d'autre. Et s'il arrivait que la Cour constitutionnelle récuse la candidature d'Alassane Ouattara, que feriez-vous? Nous n'envisageons même pas cela. Donc, vous savez que c'est Parce possible. que quand on va à des élections, on s'assure que le candidat qu'on présente respecte tous les critères dus donc, au choix des candidats. Sachant qu'une candidature donc, en la matière, qui fait débat sur la Constitution... on n'a aucun problème. Et si la Cour constitutionnelle décide de récuser, que feriez-vous? Mais moi, je ne suis pas, certes, la Cour constitutionnelle, mais... Donc vous avez confiance aux atouts de votre candidat? Non, nous avons confiance aux atouts de notre candidat et nous savons qu'il va être retenu. D'accord, c'est noté. Monsieur Adjoumani, justement, vous parlez de votre candidat, c'est très très bien, mais moi je vais un tout petit peu parler du climat électoral. Certains estiment que nous sommes peut-être dans une crise préélectorale. Votre candidat, qui par la même occasion le président de la République, a-t-il des actions, peut-il mener des actions, va-t-il mener des actions pour que ce climat-là ne puisse pas nous permettre d'aboutir, enfin nous entraîne à aboutir à une crise post-électorale? Parce que c'est un peu la crainte de tous les Ivoiriens. Oui, mais quand vous dites notre candidat, c'est à l'opposition que vous devez poser cette question. Mais voilà que quelqu'un qui dit qu'il est candidat, et déjà, il s'agite, il monte des gens, ils instrumentalisent des jeunes qui vont casser, qui vont perpétrer des choses pas possibles. Ce n'est pas normal. Donc, ce n'est pas à notre candidat, vous devez poser cette question, puisque le candidat, lui, il est pour la paix. Il a décidé de déposer sa candidature. Est-ce que depuis que vous êtes là, vous avez vu le président Alassane Ouattara dire que Bédié ne peut pas être candidat? Parce que si on doit parler de l'article, la Constitution de 2000, c'est vrai qu'on parle de verrou de l'âge qui a sauté, mais la Constitution de 2016 n'a pas donné de limite. On dit à partir de 40. Mais on aurait pu dire, bon, on revient à la Constitution pour dire que c'est 75 ans. Mais est-ce qu'on le dit? Parce que pour nous, lorsqu'il y a une nouvelle Constitution, il y a une nouvelle République, et les candidats qui s'engagent pour la première candidature de cette République. Et nous pensons que notre candidat respecte cette norme. C'est pour cela que nous le suivons. Nous allons nous battre pour qu'il soit élu au 31 octobre 2020. C'est bien noté. Votre mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny, que devient-il d'Houphouët? Que devient-il? A-t-il disparu? Est-il intégré au RHDP? Le mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny est un mouvement que nous avions créé en son temps pour faire la promotion du RHDP au sein du PDCI-RDA. Parce que c'est le président Bédié qui avait dénommé le parti RHDP. C'était à Daoukro. Et j'en étais le porte-parole. À un moment donné, pour, je ne dirais pas pour des ambitions personnelles, mais lui seul a le secret de son retrait, il a décidé donc de nous abandonner. Mais nous lui avons dit que nous étions prêts donc à faire venir l'ensemble des militants du PDCI RDA au RHDP, surtout qu'on nous disait non, les militants n'en voulaient pas. Mais les militants, ceux qui étaient à la base, voulaient de ce RHDP. La preuve aujourd'hui, partout il y a le RHDP. Alors donc nous avons créé le mouvement pour faire la promotion. Notre objectif c'était qu'il y ait effectivement la création du RHDP. Notre objectif est atteint. Beaucoup de militants du PDCI sont aujourd'hui au RHDP et non des moindres. Il y a des maires, il y a des députés, des présidents de conseil au niveau régional. Et donc nous disons que notre objectif est atteint. L'objectif étant atteint, nous décidons, comme tous les autres partis, d'adhérer pleinement au RHDP. Nous ne sommes pas ces personnes qui adhèrent au RHDP au gré de leurs ambitions et quand elles ne sont pas satisfaites, elles en sortent. Mais nous demeurons RHDP, donc les traces d'Houphouët-Boigny, certes, dans la mémoire des Ivoiriens existent, mais elles sont intégrées dans le RHDP. Avec votre note de satisfaction, M. Adjoumani, nous allons mettre fin à cet entretien. Merci d'avoir été avec nous. Dommage que
C'est vrai, ça coule vite. Mais je voudrais vous saluer et vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez de parler de notre pays. Vous savez, nous n'avons qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire. Nous savons ce que la crise post-électorale a causé comme dégâts en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons à des élections et nous faisons le constat que ceux-mêmes qui ne veulent pas qu'il y ait des élections, qui veulent faire la transition, vraiment sont engagés et se sont portés candidats. C'est déjà une avancée notable qu'il faut saluer. Mais je souhaite qu'on continue dans cette voie. Et je lance un appel aussi à l'endroit des hommes religieux et de nos guides spirituels. Ils doivent donc être l'expression réelle de rassemblement. Ils doivent prôner la notion de paix et non stigmatiser les gens, prendre des positions. Cela n'est pas bien. Parce que moi particulièrement, je suis chrétien. J'aide ma communauté chrétienne. Si vous allez à Tanda, vous allez voir que j'interviens beaucoup, à Bondoukou également, pour les églises, même au niveau national. Mais j'ai un candidat qui est d'une autre confession religieuse que moi, et qui est d'une autre religion, confession religieuse, qui est différente de la mienne. Je respecte cela. Il faut que les uns les autres se respectent et qu'on ne prenne pas de position, surtout quand on a une telle dimension. Je vais vous rappeler, pour terminer, ce qui s'est passé au Togo. On a vu l'archevêque émérite faire campagne dans le véhicule de Agboyome Kodjo. On l'a vu également sur des affiches d'un candidat. Est-ce que vous trouvez cela normal? Mais malgré tout le tapage qu'il a fait, son candidat a perdu. Parce que Dieu n'était pas avec lui. Notre cardinal dit que la candidature du président Alassane Ouattara n'était pas nécessaire. Alors nous disons au cardinal que lui, sa déclaration n'était pas non plus nécessaire. Merci, M. Adjoumani. Nous avons été très heureux de recevoir sur le canapé de l'After Talk et également pour les Live Talk. Nous rendez-vous mercredi prochain, en tout cas avec notre invité. Merci Israël Guébo. Merci Brice. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci de rester Live TV. Que Dieu vous garde.